Bienvenue sur le webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bienvenue au webinaire, série de webinaires de Community of Champions. Webinaire numéro 3, avantages socio-économiques de l'énergie solaire hors réseau. Ceci est une diffusion audio. Les microphones des participants resteront silencieux pendant toute la saison du webinaire. Pour poser des questions pendant le webinaire, veuillez utiliser des discussions à gauche de la session. Veuillez soumettre vos questions à tout moment pendant la présentation du webinaire. L'enregistrement du webinaire sera envoyé par courrier électronique à tous les participants et inscrits. The Community of Champions a été créé pour permettre un échange permanent de haut niveau entre les gouvernements, le secteur privé et les partenaires de développement, afin de collaborer à la réalisation de l'accès à l'énergie en Afrique. Le premier Community of Champions s'est déroulé à Lisbonne en mai 2018, suivi par Kigali en novembre 2018, Addis Abeba en mars 2019 et dernièrement à Dakar en octobre 2019. Le prochain se fera à Nairobi en février 2020. L'ordre du jour. Je commencerai par l'introduction, suivie par l'avantage socio-économique de l'énergie solaire hors réseau, que nous appelons Power Opportunity Research. Ceci sera suivi par des questions-réponses. Par la suite, nous avons l'opportunité d'une présentation de Treta Tech, Powering Agriculture en énergie et Energy Grand Challenge. Innovative Spotlight par Bonne Énergie, suivi par des questions-réponses. Par la suite, une présentation de True Cost of Solar Tariffs in East Africa par l'Université de Duke. Une question-réponse sera suivie et nous allons clôturer le webinaire. Je me présente, je suis Namouri Doumbia, le représentant d'Afrique de l'Ouest de Gogla, et je tiens à vous présenter l'avantage socio-économique de l'énergie solaire hors réseau, intitulé Powering Opportunity Research. Cette recherche a été menée pour suivre l'impact économique des systèmes solaires domestiques. Ça a été financé par le programme DFID et mené par Gogla ainsi que Altai Consulting. Cette recherche a été suivie pendant 2 périodes, de août 2017 jusqu'en juillet 2018 et de juillet 2018 qui va continuer jusqu'en mars 2020. Les compagnies qui ont participé dans cette recherche restent Zola, Phoenix, D-Light, Mobisol, M-Copa, SolarWorks et D-Box. La recherche a été tenue au Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie et Mozambique. Il faut bien noter que cette recherche a également été effectuée en Afrique de l'Ouest, mais cette présentation montrera uniquement les résultats de l'Afrique de l'Est.
Ici, vous trouverez les différentes séries de Powering Opportunity. Une première sortie a été faite en juillet 2018, suivie par septembre 2019, et la prochaine sera en décembre 2019 pour l'édition de l'Afrique de l'Ouest. Notre méthode, 1419 ménages ont été interrogés. L'entretien des références a été suivi entre de 3 mois à 15 mois. Les zones suivies ont été les zones rurales, périurbaines et urbaines. L'impact a été étudié en fonction du taille du système. Le client du système solaire domestique. En moyenne, ce sont des hommes âgés d'une moyenne de 38 ans. Le ménage constitue entre 5 et 7 personnes. Les bénéficiaires des kits solaires sont à 51% des enfants et 49% des femmes ou des filles. Le client du système solaire continu et la plupart vivent dans une zone rurale. Vous allez remarquer dans ce tableau que la plus basse puissance se retrouve dans la plus grande majorité des milieux ruraux. La puissance est élevée, le moins on retrouve les kits solaires dans l'urbain ou péri-urbain. 59% déclarent un revenu inférieur à 3,20% par jour. Ceci sont des données qui relèvent de l'étude, nous montrant clairement que une grande partie des utilisateurs des systèmes solaires sont en moyenne en baisse en dessous de 3,20 $ par jour. Ça reste, les systèmes solaires domestiques restent quand même une option intéressante et l'opportunité de recommander le système à d'autres personnes reste plus ou moins élevée. Nous sommes à 60% dans l'utilisation après 3 mois et 53% après 15 mois d'utilisation. Ceci sont des données relevées par rapport à la question souhaitez-vous recommander le système à d'autres usagers? Impact économique. Les conclusions principales sont les suivantes. Après 15 mois, 34% des ménages entretiennent davantage d'activités économiques grâce à la technologie hors réseau solaire. 28% des propriétaires de systèmes solaires domestiques ont augmenté leurs revenus chaque mois en moyenne par 46 $. 94% des ménages déclarent que le Solar Home System, donc système kit solaire de ménage, a amélioré leur qualité de vie. L'activité économique. Nous remarquons que 21% utilisent pour les affaires. Une autre partie des 21% ont constaté plus d'heures de disponibles dans le travail des affaires et bien sûr à la maison. Et 8% utilisent les deux, que ce soit pour les affaires et également pour l'utilisation à la maison. Plus d'heures de travail. Nous avons constaté que plus de personnes ont pu travailler, donc 73% d'augmentation d'heures de travail, 13% de plus de téléphones qui ont pu être chargés, 35% de produits plus qui ont été vendus, 27% dans l'agriculture,
et 23% parmi les autres. L'accès aux affaires. Ceci reste l'aspect le plus intéressant. 21% des ménages utilisent leur Solar Home System dans une entreprise ou une activité générant des revenus. 32% sont des affaires nouvelles, alors que 48% existent avant l'achat du Solar Home System. Cela aide les ménages à générer 34 dollars de plus par moyenne. Il est important de noter que dans ces données, on voit une augmentation dans la distribution des kits solaires, sachant que 48% ont déjà un business existant, mais sans nécessairement avoir de système kit ménager solaire. Et donc, ça représente une nouvelle acquisition des clients de SHS, donc Solar Home System. L'accès aux affaires. Ici, on remarque que avec le système KIT, donc solaire domestique, 39% utilisent pour pouvoir charger les téléphones portables avec un tarif à leurs clients. 27% utilisent dans les boutiques. 12% l'utilisent dans les bars et restaurants. Et par la suite, on constate 4% pour tout ce qui est ferme et agriculture. 3% l'utilisent pour la télé et on a à peu près 12% qui restent assez variés. Ceci, pour préciser encore, ceci reste des données, des recherches qui ont été faites en Afrique de l'Est et qui seront très différentes avec celles de l'Afrique de l'Ouest. Le pourcentage des business, on constate ici qu'entre de 3 à 15 mois, il y a une augmentation de 34% à 39% pour les charges de téléphone. Ceci reste assez bas, mais avec le temps, je pense que nous allons voir une légère augmentation car nous allons avoir plus de données pour pouvoir filtrer. Donc ici, on constate que entre l'acquisition du système et 15 mois plus tard, il y a une légère augmentation par rapport au chiffre d'affaires pour les téléphones. Par la suite, on constate également entre 27% d'augmentation aussi pour les boutiques et de 11 à 12% d'augmentation pour les bars et restaurants. L'équivalent en dollars, c'est de 13 à 16 dollars, de 36 à 50 dollars et de 46 à 52 dollars. Ces chiffres demandent encore un peu plus d'études et de chiffres pour pouvoir bien savoir quel est l'impact réel sur les affaires. La création de revenus, ça reste assez neutre par rapport au système. Donc, de 3 à 10 working power, donc on est à 31%, suivi par de 11 à 20 working power de 25%, 25% pour 50 plus working power, une moyenne de 28% par rapport à l'augmentation de chiffre d'affaires. On continue avec la création de revenus et ceci, comme on l'a fait par avant, c'est par système et pour puissance de système. Ici, on constate que les 50 plus working power ont une moyenne de 57 dollars. Et donc, le plus grand le système, la meilleure capacité de faire un meilleur chiffre d'affaires. Ceci est lié par rapport à où se trouve également le système, vu qu'on sait que les 50 plus sont la plupart du temps vus dans les endroits urbains.
et donc avec une plus grande population et un meilleur moyen pouvoir d'achat. Par contre, en moyenne, par rapport au système, on a 46 dollars par augmentation de chiffre d'affaires. Du troisième mois au 15e mois, can you come back, please? Yeah. Donc, du troisième mois au 15e mois, on constate une augmentation de 35 dollars à 46 dollars, qui reste quand même un chiffre assez important et une augmentation de revenus à augmenter par rapport à l'attribution des kits solaires. Qualité de vie. Changement dans la qualité de vie des usagers. Après 15 mois, 94% des ménages déclarent que le kit solaire a amélioré la qualité de leur vie. L'accès à la lumière est de 93%, à la sécurité alimentaire à 91% et à un téléphone payant à 90% est le plus souvent mentionné. Ce qui veut dire qu'il y a un impact quand même plus important par rapport à l'amélioration de la vie après l'acquisition des kits solaires. Le rapport reste disponible sur notre site web. Je vous encourage à aller le voir. Et pour le rapport de décembre, il sera également disponible par rapport aux chiffres et l'impact en Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes disponibles et vous pouvez continuer à suivre nos rapports sur notre site web. Merci. N'hésitez pas à nous poser des questions sur la barre chat, si vous en avez. Nous allons continuer la présentation de Tetra Tech, Power Agriculture en énergie Grand Challenge. Merci, Paulos. Merci, Namoré. Merci pour merci pour l'opportunité de présenter les découvertes de ce projet. Je veux commencer à expliquer un peu, en bref, Powering Agriculture et ensuite je vais discuter un peu du table ronde qu'on fait et le guide qu'on est en train de produire après les événements. Le next. Alors, le Powering Agriculture consiste de 4 objectifs clés. C'est d'améliorer les rendements agricoles et les productivités, la diminution des pertes après la récolte, d'améliorer les possibilités et les revenus pour les agriculteurs, et en plus d'accroître l'efficacité énergétique. Et je sais que Bonergie, après moi, qui va parler de beaucoup de bénéfices du secteur, mais moi, je vais verrai vraiment sur les règlements et les politiques du gouvernement. Powering Agriculture a été fondé par les 5 partenaires qui sont listés là. Et moi, je suis de la part de l'USAID. Next.
OK. Powering Agriculture a fait 2 appels mondiaux et a fait 24 subventions avec les petites entreprises et quelquefois liées avec les universités. Comme vous voyez, la plupart des innovateurs sont en Afrique, mais on a assisté aussi les entreprises d'autres régions. La plupart des technologies étaient dans les 3 technologies de d'irrigation, des refroidissements et aussi des traitements agricoles, par exemple les moulins à messe alimentés par solaire. Next. Après les discussions avec toutes les entreprises, nous avons trouvé que beaucoup de eux plaindre de plusieurs problèmes. Le premier problème, c'était de les douanes et les tarifs, particulièrement l'incohérence des chargements et des frais. On parlait aussi de les complications qu'ils arrivent parce qu'ils se trouvent au milieu de plusieurs des ministères d'énergie, au ministère d'agricole, au ministère de l'eau. Alors, ils ne savent pas où aller pour appliquer les problèmes. Alors, ce projet, c'est vraiment une examination de le rôle du gouvernement dans l'espace et l'énergie agricole. On a vraiment focusé sur la technologie, c'est le pompage de l'eau, le refroidissement et le traitement de agricole. Next. Alors, nous avons commencé avec des entrevues avec 32 innovateurs et ONG et donateurs. Et nous avons vraiment savoir les problèmes qu'on a eus dans la continuation de les business. La plupart des entreprises étaient en Afrique et la plupart aussi dans le pompage de l'eau. On a trouvé le pompage de l'eau était le mini-secteur qui était plus avancé et il y a des entreprises qui ont en opération en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et aussi en Sud-Amérique. Next. Alors, après les discussions, on a vu avec les entrevues, on a organisé un événement pour valider les découvertes. Cet événement était à Nairobi en septembre. Nous avons assemblé des entreprises privées, représentants du gouvernement et des autres partenaires ONG et les universités. Après les présentations du gouvernement, on a formé des petits groupes, discuté des sujets listés là. Alors, les politiques gouvernementales, les douanes, les normes de qualité des produits et les associations internationales. Et le 4 thèmes globaux qui ont sorti de cette discussion. Next. Alors, premièrement, c'était la promouvoir la facilité de gérer les entreprises. Ils ont voulu une clarté des applications douanières. Par exemple, produire une tabulation des tarifs qui appliquent sur produits du secteur. Et formation des douanières pour l'application correcte des frais. Aussi peut-être la formation des
formation et réglementation des agents de transport. Deuxièmement, accès facile des devises internationaux. Normalement, les entreprises dans le secteur reçoivent des argents dans une devise locale, mais la plupart des paiements sont faits en dollars. Et si ne pas payer dans une période vite pour les produits, ça va mettre en difficulté le plan d'action, risque ne pas avoir les produits pour les consommateurs. Je trouve aussi les problèmes avec la fluctuation des devises en quelques pays. Et il n'y a pas aucun mécanisme pour couvrir les fonds. Et ça, c'est un area que les gouvernements peuvent se réfléchir. Deuxièmement, c'est un rôle pour le gouvernement pour stimuler la croissance du marché et organiser les foires agricoles ou faire les annonces sur la radio pour informer les consommateurs des produits dans le marché. Si même avec des banques et les institutions de microfinance, on peut faire des prêts concessionnels et organiser des systèmes de garantie de prêts pour diminuer les risques dans les banques pour faire les prêts dans des devises locales. Troisième, c'est important existe un système d'équitage et donner des normes qui peut être que le consommateur peut avoir confiance. Et normalement, ça n'existe pas exactement en ce moment. Les innovateurs ont noté que le secteur est très jeune et beaucoup de fois des produits changement de spécificité en ce moment. Et peut-être il peut commencer avec un système volontaire, un système qui peut mettre up-to-date vite. Et dernièrement, le gouvernement faire plus de partenaires avec le secteur privé. Il y a déjà des associations renouvelables à énergie et peut-être cette organisation qui fait aussi l'agriculture peut avoir une partie de cette organisation pour parler avec le gouvernement. J'ai presque terminé, mais je vais juste dire que prochainement, on va sortir cette guide qui va aider les innovateurs de commencer un dialogue avec le gouvernement et ça va détailler tous les sujets que j'ai expliqués ici en plus. Mais en même temps, on parle avec Gogla et les autres organisations pour vraiment effectuer cette idée et continuer le travail pour le secteur énergie agricole. Merci pour le temps et je vais passer à Gabriel à Bonergie. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Gabrielle Schwarz. Je suis la fondatrice et la directrice internationale de Bonergie. Bonergie est une entreprise ici au Sénégal qui donne accès à l'énergie, surtout dans la chaîne des valeurs d'agriculture. Next. Notre focus est sur les énergies productives pour la création de l'entrepreneuriat et aussi emploi dans l'agriculture, avec un focus sur les jeunes et aussi sur les femmes. Si on parle de créer de l'entrepreneuriat ou aussi créer des revenus, on peut regarder cinq secteurs. D'abord, on doit s'occuper de la production avec l'irrigation, mais après la production est faite, la question vient
comment je peux conserver mes produits. Et aussi pour augmenter les revenus, on doit regarder le secteur des transformations mais bien sûr aussi la distribution et la commercialisation. Dans tous les secteurs, dans l'agriculture, les énergies renouvelables, usage productif peut être très utile. Next. Quels sont les challenges des producteurs? D'abord, on doit regarder qui sont les producteurs. Nous avons identifié 3 groupes des producteurs. Il y a des très petits producteurs ou groupements de femmes qui ont toujours une irrigation manuelle. Ici, avec une irrigation manuelle, ils sont très limités dans leur production. Ça ne dépasse pas normalement la subsistance. Normalement, ils ont des périmètres de moins que un demi-hectare. La deuxième groupe sont les médiums producteurs. Ils sont déjà un peu plus professionnels et la taille de leur périmètre est normalement 1 à 2 hectares ou 3 hectares. Et ils font déjà une irrigation, mais en utilisant les motopompes avec gasoil. Le problème ici, le gasoil est très cher. Parfois, ça peut représenter 70% de leurs revenus. Aussi, la maintenance d'une motopompe est très difficile. Et aussi, amener le gasoil sur les champs, c'est très compliqué. Donc, une motopompe, oui, fait le travail de l'irrigation, mais ce n'est pas du tout profitable. Il y a aussi la troisième groupe, c'est les grands producteurs qui ont déjà un peu plus grand périmètre, de plus de hectares. Eux aussi ont déjà des systèmes d'irrigation sur place, mais ils utilisent aussi des motopompes ou aussi des pompes avec électricité. Donc, parfois, ils sont déjà connectés avec les grids, mais les dépenses pour eux, les dépenses pour énergie est aussi trop haut. Next. La solution pour l'irrigation est définitivement, c'est les pompes solaires. Les pompes solaires est déjà une technologie testée et approuvée. Il y a plusieurs types disponibles pour presque chaque application. Pour horticulture, pour les riz, pour les fruits, si l'eau est très profonde ou le champ est à côté d'un fleuve, il y a une pompe disponible pour chaque situation. Next. Donc, je dis toujours, si ça c'est la solution, où est le problème? Les producteurs sont déjà presque convaincus que leur solution est une pompe solaire. Mais le problème sont les dépenses de départ. Pour acheter une pompe solaire, c'est beaucoup plus cher qu'une motopompe. Même s'ils sont convaincus. Comment financer ça? Les petits et moyens producteurs ont des difficultés d'avoir un financement d'une banque commerciale. Pourquoi? Parce que les banques commerciales, ils financent parfois les producteurs pour l'engrais ou les semences, mais pour une technologie comme ça, les banques, ils ne connaissent pas très bien les pompes solaires. Et ce manquement de connaissances, eux, ils traduisent ça donc trop risqué. Pour les microfinances, le montant est un peu haut, c'est trop haut. Donc, on a besoin d'une solution, un crédit fournisseur ou les mésofinances ou aussi les banques commerciales qui entrent maintenant petit à petit dans le secteur pour un financement.
Les pompes solaires, en comparaison avec les motopompes, ils ne demandent pas une grande maintenance. Mais ces technologies aussi, une pompe solaire peut tomber en panne. Donc, les producteurs qui réfléchissent d'investir dans une pompe solaire, leur grand souci est qu'est-ce qui se passe si mon pompe tombe en panne. Et si on est dans l'irrigation, c'est toujours une question de vie et mort. Il ne peut pas attendre 2 jours jusqu'un technicien vienne. Donc, c'est très important d'être très proche avec les clients. Un autre problème est, il y a des pompes solaires sur le marché. Mais malheureusement, dans les années passées, il y a des pompes de bas qualité qui sont arrivées sur le marché, surtout ici au Sénégal. Donc, beaucoup des clients ont essayé une pompe solaire, mais ce n'était pas une bonne qualité, donc la pompe est tombée en panne et ils ont perdu la confiance dans l'énergie solaire en général. Next. Qu'est-ce qui est notre proposition? Le peur ou le souci avec une mauvaise qualité, nous, Bonergie, nous avons choisi des pompes solaires avec une très haute qualité. La plupart de nos pompes viennent d'un fournisseur allemand qui s'appelle Lorenz ou un fournisseur danois Grundfos. Il y a aussi des petites pompes de Sunculture, aussi de Lorenz qui vient au marché du Sénégal, aussi une haute qualité. Ce n'est pas suffisant. On doit aussi avoir une haute qualité dans le service. Donc, Bonergie a des bureaux régionaux partout presque le Sénégal. Et dans les bureaux, il y a une équipe de techniciens qui sont très bien formés pour faire l'installation, aussi la configuration. Ce n'est pas facile de faire une configuration pour des pompes solaires, mais aussi pour le service après-vente. Le problème avec le financement, nous proposons un financement fournisseur. Donc, nous demandons à un producteur de faire une avance de 30% et il peut maintenant payer petit à petit sa pompe après chaque récolte. La plupart de nos producteurs, ils paient chaque 6 mois une partie de leur pompe et après 18 mois, la pompe l'appartient. Et maintenant, ils n'ont plus de dépenses pour l'énergie. La proximité, c'est garantie par notre canal pour la distribution. Donc, depuis notre début au Sénégal, nous avons créé des bureaux régionaux dans les régions principales d'agriculture. Et c'est très important d'être proche. Qui peut accompagner le producteur aussi avec son business plan pour son renforcement des capacités. Pourquoi? On veut que les producteurs soient plus professionnels, plus productifs pour améliorer la vie, mais aussi pour amortir leurs investissements dans les énergies renouvelables. Next. Après l'irrigation, comme j'ai dit, on se demande comment on peut conserver les produits
Aussi, les énergies renouvelables sont très intéressantes ici. Dans la chaîne des froids, il y a des frigos congélateurs solaires, mais aussi des chambres froides off-grid que nous vendons. Et pour la transformation, nous vendons des séchoirs solaires pour, par exemple, sécher des mangues, mais aussi légumes, les fruits, les céréales, les poissons. Et cette photo-là en bas, c'est une grande installation à Mali. Au Mali, cette ferme-là, ils font un séchage des mangues de 600 kilos par jour. Et ça, c'est déjà un business très professionnel. Next. Notre expertise, nous sommes au Sénégal depuis 2011. Pour le moment, on a 5 bureaux régionaux avec 52 employés qualifiés, avec aussi une focus sur le genre. 30% de nos employés, aussi techniciens, sont des femmes. Nous avons plus de 1000 clients et 80% ventes au crédit et avec un taux de remboursement de 95%. Ça, c'est un chiffre qui est très intéressant pour les banques commerciales qui commencent, comme j'ai dit, d'investir et de financer les producteurs. Et les pompes solaires sont normalement installées aussi avec un système d'irrigation, avec des systèmes pour stockage et le système goutte à goutte. Et de cette combinaison d'installation, on a déjà vendu 300 pompes ici au Sénégal. Next. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aussi les partenaires comme le gouvernement ou les partenaires financiers? Pour le moment, l'importation d'une pompe solaire est encore un peu chère. Nous payons pour l'importation une taxe douanier entre 10% et 23%, plus 18% TVA. Maintenant, les pompes arrivent dans nos bureaux. Maintenant, pour la vente, on facture encore 18% TVA pour la vente. Dans les producteurs qui sont dans le monde rural, aussi même les petits et les moyens producteurs, ils paient énormément cher pour une pompe. Et notre proposition, c'est une exonération ou une réduction de la TVA pour la vente. Un autre problème, c'est la compétition du secteur informel. Nous, Bonergie, nous sommes une entreprise formelle avec haute qualité de matériel et personnel, mais il y a beaucoup des entreprises informelles qui peuvent vendre les pompes sans TVA et parfois ils achètent les pompes dans les autres pays comme Mali ou Gambie où les pompes sont déjà exonérées. Et ça arrive au Sénégal et cette compétition est pour nous très difficile. Pour le problème mauvaise qualité, nous proposons d'installer ou de développer des normes, pas seulement pour les produits, mais aussi pour les entreprises. Par exemple, d'avoir des entreprises certifiées. Comme ça, le client a la garantie. S'il investit un haut montant, une pompe solaire est chère, même si ça peut s'amortisser dans 2 ans, mais c'est un investissement cher. Nous voulons que le producteur est sûr qu'il fait un bon investissement. Et un dernier point où nous souhaitons un support, ce n'est pas connu que les pompes solaires existent sur le marché. Il y a le rumeur, oui, une pompe solaire existe, mais la plupart de nos clients disent non, ce n'est pas pour moi, c'est trop cher.
Non, c'est difficile, ça tombe toujours en panne. Donc, nous proposons d'avoir une campagne de sensibilisation, que ça, c'est vraiment la solution. Next. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Merci Paolo et Gabriel pour cette très belle présentation. On va attendre quelques secondes pour les questions avant de continuer. Vous pouvez poser vos questions directement vu qu'on est à peu près 10. N'hésitez pas à poser votre question. Oui, bon, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Doumbia, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver et merci pour la très bonne qualité des présentations. Merci à vous de participer. C'est Servais Adjovi du Bénin. Oui, Servais, je vous écoute. Oui, oui. Très bien. Alors, j'ai deux questions. Une question pour vous-même et une autre pour Bonne Énergie. Pour ce qui vous concerne, je veux m'assurer que les revenus qui ont été calculés sont des revenus nets ou des revenus bruts. Parce que si on intègre le coût des équipements, est-ce que nous avons cette progression-là? Oui, cette question est à moi. Oui, oui, exact. Il y a plusieurs aspects qui rendent le revenu net à voir à 100% un peu compliqué, sachant que même sans l'amortissement des équipements, il y a également des affaires, donc des business, qui sont très souvent dans l'informel aussi. OK. Voilà. Donc, veuillez comprendre que nous avons fait un chiffre qui reste approximatif, mais pas très loin de la réalité. Nous sommes à la 3e édition de ce rapport et vous allez voir qu'avec le temps, on pourra se rapprocher avec un chiffre net, comme vous venez de dire. J'espère que ça répond à votre question. Oui, ça répond à ma question. Nous attendons impatiemment le rapport de décembre sur l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en réalité, l'effet multiplicateur doit être plus important. C'est-à-dire, avant utilisation de l'énergie solaire et après utilisation, dans une période de 12 mois, on doit avoir un effet multiplicateur plus important. Effectivement, arrivé en décembre, nous allons pouvoir échanger ces chiffres-là. Et je compte vraiment sur votre clin d'œil là-dessus. Merci. OK, d'accord. Merci beaucoup. Alors, par rapport à Bonne Énergie, alors, je veux m'assurer que vous avez regardé dans la sous-région les pays qui appliquent une exonération sur les équipements solaires. Nous, par exemple, au Bénin, la prochaine loi de finances a prévu exonérer l'importation des panneaux solaires.
Deuxième question. Alors, votre expérience est basée essentiellement sur le Sénégal. Est-ce que vous envisagez ouvrir l'expérience à d'autres pays tels que le Bénin? Vous avez fait une très bonne analyse de la situation. J'ai vu, c'est une très bonne présentation, assez précise, assez complète. Et je veux m'assurer que vous avez véritablement pris en charge la question de la confiance qui est liée à la qualité des produits que l'on retrouve sur le marché et qui, malheureusement, est créée par les opérateurs qui sont dans l'informel. Vous avez parlé de sensibilisation. Est-ce que la sensibilisation seule suffit pour régler la question? Merci. Oui, merci et bonjour au Bénin. La première question, l'exonération pour l'équipement solaire. C'est très difficile pour un pays de décider ça seul. Non? Ça doit être toujours une approche de CEDEAO, par exemple, parce qu'ils essayent d'harmoniser la douane. Les panneaux solaires sont presque exonérés, c'est à 2%. Quelques pays ont choisi d'exonérer complètement les produits solaires, comme le Mali et le Gambie et peut-être aussi autres, mais c'est seulement une exception. Donc la CEDEAO essaie de harmoniser maintenant la douane pour l'équipement solaire en général. Donc, tout ce qui n'est pas panneau solaire, ça reste dans la douane et aussi la TVA. Donc, ça fait des choses un peu chères. Oui, pour Bénin, pour le moment, qu'est-ce que nous faisons ici au Sénégal? Nous avons essayé de développer le business model, le modèle pour faire une business. Donc, on a essayé beaucoup des approches et maintenant, nous connaissons, je pense, nous connaissons le marché et nous connaissons aussi le marché des producteurs aussi pour les pompes solaires. Nous avons trouvé maintenant un très grand investisseur qui va nous aider de développer pas seulement le Sénégal, mais petit à petit aller dans les autres pays. Et je suis sûre que les prochains pays, c'est le Bénin et le Togo. On a déjà choisi ça. Donc, j'espère de vous rencontrer bientôt. On sera très heureux de vous accueillir ici au Bénin. Oui, moi aussi. Merci. Mais ce que je voudrais vous proposer, l'approche CEDEAO, elle n'est pas suffisante. Moi, je vous proposerais plutôt d'engager les discussions avec l'UEMOA parce qu'aujourd'hui, les 8 États de l'UEMOA ont une fiscalité commune. Ce serait bien d'échanger directement avec l'UEMOA. Moi, c'est une suggestion que je vous fais. Merci pour ces échanges. Gabriel, merci pour l'intervention. Il y a également une nouvelle question pour vous de la part de Madame Sadio, Madame Sido, qui est la suivante. Quelle approche utilisez-vous pour distinguer la qualité que vous proposez? Et également la deuxième question, il faut une vraie approche pour les pompes solaires car elles sont chères et les revenus sont bas. Donc, c'est plutôt un commentaire. Je répète la question. Quelle approche utilisez-vous pour distinguer la qualité que vous proposez? Gabriel? OK, merci. Oui, avant de choisir la technologie en général, ce n'est pas seulement les pompes. Nous faisons toujours une étude sur le marché et nous testons aussi tout le matériel. Plus, il y a des institutions comme le Global Leap et aussi Gogla et autres
qui font des tests de tous les équipements et on peut avoir une étude des produits testés et certifiés. Donc, ça, c'est une source pour nous pour faire une décision quel type de matériel nous vendons ici au Sénégal. La deuxième question, tu peux répéter ça encore? Oui, je ne l'avais pas dit. Voilà, voici la deuxième question. Par rapport aux séchoirs solaires, la question des séchoirs solaires est à exploiter pour notre sous-région. D'où proviennent les séchoirs solaires que vous vulgarisez? Fabrication locale ou importation? Oui, c'est aussi une importation. Nous avons choisi le leader mondial dans les séchoirs solaires. C'est l'entreprise Kona, C-O-N-A, une entreprise en Austrie qui vend des séchoirs solaires aussi pour, on peut dire, même industrialisation. Nous avons compris une chose, transformation, on ne peut pas faire en petite taille. Si on transforme les produits, c'est normalement pour vendre et aussi pour parfois la distribution, exportation. Et si on a un client, il demande toujours une grande quantité. Donc, c'est pour ça que nous avons compris maintenant une séchoir solaire, c'est normalement un projet. Yeah? On va voir quel est le business model derrière ça. C'est une technologie aussi très adaptée, peut s'amortisser aussi rapidement, mais dans la condition, c'est un peu plus grande taille. Donc, comme le séchoir que j'ai montré, c'est au Mali, avec 600 kilos par jour, et cette ferme veut maintenant même augmenter à 1800, donc 3 fois plus grand, la capacité de leur séchoir, parce que c'est profitable. Et on peut faire ça off-grid dans une ferme sans électricité. Bien, merci Gabriel pour les réponses. Je pense que nous en sommes là. Allons passer à la prochaine présentation de l'Université de Duke, intitulée The True Cost of Solar Tariffs in East Africa. Merci. Allô? Merci Namori. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Raja Saparapa et je suis une associée en recherche au Energy Access Project. Nous sommes relativement une nouvelle organisation qui a été créée il y a de cela quelques années et nous sommes basés à Duke University. Le Energy Access Project adopte une approche interdisciplinaire pour développer des solutions énergétiques durables et modernes dans le monde entier. Donc, notre projet soutient la recherche fondamentale et encourage un dialogue constructif entre les décideurs, les entrepreneurs et les universitaires afin d'identifier les moyens d'appliquer cette recherche. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une étude que notre organisation a conduite sur le coût réel des tarifs solaires en Afrique de l'Est. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, premièrement, nous nous sommes intéressés à la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous avons eu accès à des données de vente confidentielles de plusieurs grandes entreprises privées qui travaillent dans la région. Donc, ensuite, nous avons assemblé les données de vente réelles pour 700 000 unités des systèmes solaires domestiques remontant jusqu'à 2012. Ces données de vente couvrent l'ensemble de l'Ouganda et du Kenya. Donc, ensuite, nous avons consolidé ces systèmes solaires en deux types de produits, des systèmes solaires avec télé et les systèmes solaires sans télé. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons pris en compte, pour le raffinement des données, nous avons pris en compte l'intégration de différences spatiales et temporaires susceptibles de générer des comportements d'achat différents chez les clients.
Nous avons aussi utilisé une combinaison de données de type recensement et d'autres informations, y compris auprès des entreprises et d'informations locales comme le calendrier des frais de scolarité. Nous avons aussi converti nos unités en monnaie commune comme le dollar américain. Et pour faire cela, nous avons utilisé une gamme de taux d'utilisation pour intégrer l'analyse de sensibilité. Je parlerai davantage des taux d'actualisation et de la façon dont ils entrent en jeu dans ce contexte dans un instant. Prochaine, s'il vous plaît. Merci. Donc, la majorité de ces systèmes solaires ont été vendus sous un système pay-as-you-go et les systèmes sont vendus avec un dépôt initial, bien entendu, avec un flux de paiement au fil du temps. Et nous avons remarqué que nous avons eu une bonne variation dans chacune de ces 3 différentes catégories que vous voyez sur la présentation. Next. Au suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, alors, le taux d'actualisation. Alors que nous additionnons la série de paiements, nous devions réfléchir à la façon dont les clients actualisent leurs paiements futurs. Donc, pour ce faire, nous sommes allés dans la littérature scientifique pour quantifier cela. Nous avons utilisé une gamme de taux d'actualisation que nous avons pensé se situe dans une bonne fourchette. Donc, pour cette étude, nous avons utilisé une gamme de taux d'actualisation allant de 25% à 100% pour pouvoir effectuer une analyse de sensibilité. Suivant, s'il vous plaît. Donc, sur les chiffres de vente, ceci nous donne simplement une idée de la répartition des prix. Il s'agit de prix tout compris, y compris des paiements actualisés. Nous observons un peu de variation, heureusement, et nous avons besoin actuellement de cette variation afin de quantifier la réaction des consommateurs à différents niveaux de prix. Suivant, s'il vous plaît. Donc, ce qui nous amène à l'élasticité des prix des kits sans téléviseur. Donc, l'élasticité décrit comment les consommateurs réagissent aux variations des prix. Donc, vous pouvez voir ici comment nous avons utilisé les différents taux d'actualisation d'analyse de sensibilité. Et nous observons que dans les kits sans téléviseur, le prix, l'élasticité du prix de demande est relativement cohérent. C'est-à-dire l'élasticité des prix est remarquablement uniforme sur toute une gamme de taux d'actualisation des clients. Et nous observons aussi que l'élasticité du prix de la demande est inférieure à 1, ce qui nous signale que les kits sont plus un besoin qu'un luxe, en fait. Suivant, s'il vous plaît. L'élasticité des prix avec téléviseur. Ici, nous observons que ces prix sont plus élastiques. Et en effet, c'est ce à quoi nous nous attendions en fait. Donc, pour un taux d'actualisation de 50%, par exemple, une augmentation de 10% du prix entraînerait une diminution de 16% de la quantité demandée. Et du fait que la demande est plus élastique, ceci nous informe que le produit est plutôt considéré comme un produit de luxe. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, dans cette analyse, nous avons utilisé une élasticité associée au taux d'actualisation de 43%. Donc, pour essayer de voir quels sont les effets estimés dans le marché du Kenya, nous observons sur le tableau les effets de ce tarif, en fait. C'est donc ce que cela traduit en termes de systèmes vendus à la fois en pourcentage et en chiffres que générerait plusieurs millions de dollars de recettes douanières. Donc, comme vous pouvez l'observer sur le tableau, à un tarif de 20%, le changement de la demande diminue de 18% pour les kits sans télé et de 32% pour les kits avec télé. Et cela se traduit en chiffres comme
une réduction de vente de 36%, une réduction de demande de 36 500 kits sans télé et 6 400 kits avec télé. Mais un tarif de 20% générerait dans le marché kényan et pour le gouvernement kényan un revenu de 5 millions de dollars. Suivant, s'il vous plaît. Nous observons à peu près des résultats similaires aussi en Ouganda, où le changement de demande en pourcentage est plus ou moins la même chose, 18% pour les kits sans télé, 32% pour les kits avec télé. Mais pour les changements de la demande en chiffres, nous voyons une réduction de demande de 13 000 kits sans télé et 2200 kits avec télé. Les changements ici pour le revenu du gouvernement est de 1,8 million et cela s'explique par le fait que le marché ougandais est récent et plus petit, donc son ampleur est plus faible comparé au marché kényan qui était un revenu de 5 millions de dollars. Suivant, s'il vous plaît. Donc, quels sont les impacts sur les objectifs d'accès à l'énergie? Il est important de réfléchir à la manière dont cette demande réduite affecte la capacité du gouvernement à atteindre les cibles d'accès en énergie. Le Kenya a réalisé des progrès remarquables, mais il lui reste encore beaucoup à faire avant d'atteindre leur cible de l'accès universel en 2020. Et les systèmes solaires en seront un élément clé. Ceci est également vrai en Ouganda, en particulier dans les villages et dans les zones périphériques, où de très importantes subventions sont nécessaires pour faciliter l'expansion du réseau. La distribution et la vente de ces systèmes seront un élément clé pour aider à atteindre les objectifs d'accès universel. Suivant, s'il vous plaît. Donc, comment cela se traduit en effet sur le développement, l'utilisation productive, la qualité de vie? Nous remarquons que sur le point des services énergétiques pour les ménages, les micro-entreprises, nous observons plus de temps en éclairage, l'accès au refroidissement, le chargement du téléphone portable, la connectivité par radio et téléviseur. Nous observons des impacts positifs sur le développement et la qualité de vie qui se traduit par la réduction en pollution atmosphérique, l'augmentation du temps d'étude, d'impact potentiel sur les gains futurs, l'augmentation aussi de la satisfaction, amélioration de l'équité entre les sexes. Nous observons aussi un impact positif sur l'emploi dans les services de distribution, de vente et de soutien des entreprises des systèmes solaires et aussi l'impact environnemental où nous voyons que l'émission est évitée pour les carbones noirs et les CO2. C'est dans cet univers plus vaste que nous avons pu monétiser 4 variables. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Les avantages de l'accès à l'énergie domestique, comme je le disais précédemment, nous avons pu monétiser 4 variables. Et comme nous avons pu monétiser la consommation réduite de kérosène, par exemple, à $21 par an, en recensant des changements dans la consommation de kérosène. Nous voyons aussi une réduction des dépenses en recharge de téléphone portable d'un coût de $2,52. Et par ménage, nous recensons une réduction de $39,20. Et en totalité, pour les ménages affectés par un tarif de 20%, un total d'à peu près $2 millions. Ce chiffre inclut les ménages au Kenya et en Ouganda basés sur un tarif de 20%. Suivant, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les leçons clés que nous pouvons tirer de cette étude? C'est que les ménages sont sensibles aux variations des prix. Un droit d'importation de 20% sur les systèmes entraînerait une réduction de 18% des ventes de kits de base et une réduction de 32% des ventes de kits avec téléviseur. Les nombreux effets de la qualité de vie et le développement économique dont je vous ai fait part il y a quelques instants seraient réduits et le fardeau tarifaire serait régressif
frappant le plus durement les ménages non connectés. Présentation suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les prochaines étapes de cette étude? Nous pensons peut-être à faire une étude similaire en Afrique de l'Ouest, où les marchés sont généralement plus récents et plus fragmentés. Nous pensons aussi à compléter le travail sur la méthodologie pour les avantages afin que nous puissions les quantifier davantage en termes financiers. Et aussi, nous envisageons comment les subventions sur la distribution de systèmes solaires par une approche RBF, par exemple, contribueraient à atteindre les objectifs. Et aussi examiner comment maximiser l'utilisation productive et comment des solutions hors réseau peuvent contribuer à un développement économique plus large. Merci beaucoup pour votre attention. Et Namori? Oui, merci pour cette très belle présentation. Nous allons ouvrir la ligne pour des questions. Vous pouvez poser vos questions directement. Merci. Donc, je répète, la ligne reste ouverte pour quelques secondes pour poser votre question et par la suite, nous allons continuer. Merci. Je vois qu'il y a une question dans la boîte où nous demandons pour la conversion en dollars, vous prenez le cours moyen ou simplement un cours de fin de période. J'aimerais répondre ici que nous avions pris le cours moyen. OK, merci. Je remercie les présentateurs. De très belles présentations ont été effectuées. Je tiens à clôturer la séance. Kia? Voilà. Avant d'effectuer la clôture, je prends ce petit moment pour présenter notre prochain événement qui sera le Global Upgrade Solar Forum and Expo en 2020. Donc, très rapidement, le Global Forum est la première réunion du secteur solaire réuni fournissant une plateforme unique pour l'échange de connaissances dans l'industrie. La mise en place du réseau et la présentation des produits de toute catégorie solaire sera disponible. Nous avons remarqué que nos conférences continuent à accroître à chaque nouvelle édition. Nous sommes maintenant près de 800 participants pour le prochain qui va se faire à Nairobi au Kenya, du 18 au 20 février 2020, avec 65 exposants prévus. Donc, ceci est un message pour vous informer et nous espérons également vous voir parmi nous. Les prochaines étapes, nous vous ferons parvenir un courrier électronique par rapport à l'enregistrement de ce webinaire et tout ce qui sera associé, donc les présentations. S'il vous plaît, veuillez prendre un petit moment pour répondre à notre sondage. Ceci nous permet de mieux présenter prochainement et aussi de voir des sujets qui vous tiennent à cœur qu'on peut potentiellement inclure prochainement. Encore une fois, nous espérons vous voir à Nairobi en février pour le Global Upgrade Solar Forum and Expo. Voilà.
Donc, je remercie nos présentateurs les présentations ont été magnifiques. Les questions étaient vraiment intéressantes. Nous espérons vous voir également prochainement pour les prochaines éditions. Et nous espérons également avoir plus de questions et d'échanges parmi les participants. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt.